Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue donc pour un nouvel épisode de Série, l'émission. Et à mes côtés, Marie Baraco. Bonjour Marie, ça va? Salut Pierre. Écoutez, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau celle qui investit nos écrans dans des registres aussi multiples que l'ampleur de son talent. Je suis très heureuse d'accueillir la formidable comédienne Alix Poisson. Merci. Bienvenue Alix Poisson. Merci. Vous avez une carrière impressionnante. Aujourd'hui, vous êtes une des actrices phares de la série, de la télévision française. Vous réussissez en plus à alterner entre les rôles dramatiques, les séries dramatiques et les séries plutôt humoristiques, j'ai envie de dire, comme Parents en mode d'emploi par exemple, avec Arnaud Ducré. On va revenir bien sûr sur votre travail avec Jean-Xavier de l'Estrade, alors notamment Laetitia pour France 2, Jeux d'influence, saison 1 pour Arte, et je crois qu'il y en aura une deuxième, hein, vous me confirmez? Oui, tout à fait. C'est une très très bonne nouvelle. Ou encore l'affaire Courgeot, mais il y a eu aussi la disparition, 3 fois Manon. Et puis on reviendra sur vos rôles, par exemple dans Les Revenants de Fabrice Gobert, pour Canal, dans Quadra également pour M6. Et je crois qu'en ce moment vous tournez pour France 2 de nouveau dans Oui. Germinal, une adaptation de Germinal, c'est Oui. ça? On peut en savoir un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est? C'est une adaptation en 8 épisodes et c'est dirigé par David Oureg, qui a notamment fait Scam. Ah, Voilà, oui. et il y a un casting formidable. Il y a Guillaume de Tonquédec, Samy Bouajila, Natacha Lindinger, Louis Pérez, j'en oublie certainement plein. Et vous êtes quel personnage, vous, dans... Ah, moi, je fais la Maheude. Ah, la Donc, Maheude. je fais la femme de mineur. Et Thierry Godard, bien sûr, j'allais oublier. Enfin, mon Maheu, Thierry Godard. Ça, Voilà. ça sera pour dans longtemps. J'imagine que ça va. Vous savez quand. Non, pas du tout, je sais non. pas. Bah, déjà, on le tourne, et déjà, on est content de, Ouais. de le tourner. Déjà, on va aller au bout. Mais non, on se régale. C'est formidable de faire un... C'est pas très fréquent en ce moment de faire des projets d'une telle ampleur. Historique. Oui, épique, vraiment. Et puis là, alors, il y a une résonance, on pourrait dire étrangement, mais il y a une telle résonance avec le monde d'aujourd'hui que quand on le fait tous les jours, il y a des scènes qu'on tourne et on se dit, c'est... Ça parle d'aujourd'hui. Ça parle d'aujourd'hui. Étonnamment, ouais. Bah oui. Ouais. Zola, il aurait pu écrire Les Gilets jaunes, par exemple, Bah, ou vraiment, d'autres hein. histoires comme celle-là, mais bien sûr. Non, mais vraiment, là, on Mais est bien en sûr. plein dedans. Ah oui, on est en plein dedans. En plein dedans. On est d'accord. Alors ça, c'est l'après Germinal, j'ai envie de dire, mais il y a eu sans doute un avant. Il y a eu, à quel moment la petite Alix Poisson a dit « Oh, moi, je veux être comédienne ». Vous avez ça, c'est clair dans votre tête ou pas? Vous savez à quel moment tout ça s'est passé? La vocation est... Moi, j'ai toujours dit, mais c'est vrai, hein, j'ai toujours dit, en fait, à 4 ans, j'ai su que Ah oui, c'est jeune. J'allais dire, j'ai su que je devais faire ça et pas je voulais faire ça. Je sentais qu'il fallait, pour pouvoir s'exprimer, il fallait passer par le jeu. Ouais. Mais par contre, Le jeu, mais vous pensiez déjà comédie à 4 ans? Enfin, comédienne, vous voyez ce que c'était que non, qu'être comédienne? non, pas du tout, parce que pour Vous moi, étiez dans une famille de comédiens du tout. Pas du tout. Alors vraiment personne Ah oui. sur 6 générations. Non, absolument personne. Non, mais c'était pas aussi. Jamais je suis arrivée en disant je veux être comédienne. Non, mais c'est juste que je trouvais toujours un moyen de jouer, de faire des spectacles, de me déguiser. Ma mère raconte toujours que quand je partais faire, quand il y avait récitation à l'école, je partais avec 2 valises. Donc je me disais mais pourquoi 2 valises? Et je disais parce que. Et j'arrivais, il y avait des accessoires, des costumes, je mettais tout le monde à contribution, je mettais le truc en scène. Oui, La Cigale et la Fourmi, ça devenait une comédie musicale. Enfin, c'était voilà. Mais j'ai mis très longtemps, en fait, à vraiment exprimer ce désir et à dire ça peut devenir réel, tangible. Ouais. Ça a mis beaucoup de temps parce que j'ai fait des études d'abord. Après mon bac. En fait, à la fin de ma prépa littéraire, j'ai fait une prépa littéraire et vraiment, j'étais tellement malheureuse. J'avais l'impression que j'allais tellement me mettre dans cette roue de hamster. Non pas que ce soit le cas pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui font une prépa littéraire et qui font des carrières extraordinaires. Mais moi, je me disais, si je reste là-dedans, je vais mourir, je vais dépérir. J'ai pris le taureau par les cornes et j'ai passé l'audition pour l'école Claude Mathieu. Et puis après, voilà, l'école Claude Mathieu et le Conservatoire national d'art dramatique de Paris, quoi. Ouais. Rien de moins, quoi. L'excellence, en fait. Oui, enfin ça je sais pas parce que je crois que là-dessus il faut rester hyper... Il y a des gens qui n'ont jamais fait la moindre école et qui sont des acteurs extraordinaires. Ça aide à aiguiser ses choix, ses envies. Et comment vient la télévision, les séries? Est-ce que déjà quand on est au conservatoire, on a peut-être un regard un peu distancié, j'ai envie de dire, avec le monde de la télévision? Déjà, non, alors, pas du tout. Enfin, j'allais dire, je sais pas pour les autres, mais alors moi c'était complètement autre chose, c'est-à-dire que la fille qui attend toujours une étape pour passer à l'autre. Non, mais c'est-à-dire, je pensais, étant dans un conservatoire de théâtre et vraiment ayant une passion pour le théâtre, c'est-à-dire que moi, je voulais
passer ma vie au théâtre et jouer les grands textes au théâtre. Et vraiment, pour moi, le cinéma et la télévision, c'était totalement inaccessible. Donc votre le premier rôle notable dont j'ai envie qu'on parle ici, c'est effectivement l'affaire Courgeot, collaboration avec Jean-Xavier de Lestrade, inspirée d'une histoire vraie, d'une histoire lourde à porter. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le casting, comment vous êtes arrivés, comment ça s'est passé cette rencontre? C'était épique. Je pense que c'était très étrange. J'étais allée à une projection, voir un film, une avant-première, et je croise Nathalie Chéron, qui est une directrice de casting que j'aime infiniment. Et voilà, on regarde le film et tout, puis après on va boire un verre et tout ça. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et elle me dit, oh écoute, je travaille sur un truc extraordinaire avec un metteur en scène qui est formidable. Je sais pas si tu as vu ce qu'il a fait des documentaires qui sont dingues. Elle me dit, non, je ne sais pas du tout. Et tout à coup, elle bloque. Et elle me dit, il y a quelque chose dans les yeux. Je dis, attends, excuse-moi, de quoi on parle? Elle me dit, non, parce qu'on prépare un docu-fiction sur l'affaire Courgeot, et il y a un truc dans tes yeux, il y a quelque chose. C'est rassurant. non mais oui, faut bien le prendre. Mais il y avait une telle assurance dans la façon qu'elle avait de le dire. Enfin, c'était... Et vraiment, on passe à autre chose. Et elle me dit, mais vraiment, ce metteur en scène est dingue. Elle me dit, franchement, tu devrais passer des essais. Et moi, j'avais bien suivi l'affaire Courgeot, parce que je trouvais que c'était fascinant, mais pas dans le sens, justement, racoleur qu'ont pu avoir certains médias, mais justement sur ce que ça peut raconter de la complexité humaine, de la complexité d'être mère et tout ça. Donc, j'avais vraiment bien suivi. Et vraiment, je lui ai dit, mais enfin, Nathalie, cette femme avait 40 ans, j'en ai 30, on ne se ressemble pas, enfin, voilà. Et je passe à autre chose. Et en fait, je n'ai pas dormi. C'était très bizarre, ça ne m'est pas arrivé souvent dans ma vie, et je me suis dit, il ne faut pas que je laisse passer ce truc-là. C'est très bizarre, mais ça ne m'est pas arrivé plusieurs fois. Hein. Je pense que ça m'a dû m'arriver 2 fois. J'ai dit, ce truc-là, il ne faut pas que je le laisse passer. Et donc, je la rappelle le lendemain, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Elle me dit, moi, je vais t'avoir un rendez-vous, et après, à toi de le convaincre en essai. Je dis, mais oui, mais je veux dire, enfin, je lui ressemble pas, et elle me dit, Comédienne. Your job, hein. Voilà. Et donc, je me suis retrouvée à chercher comment faire. Alors, j'ai lu, j'ai potassé pendant les 4 jours avant, tout ça, machin. Elle était un peu plus corpulente que moi, donc j'y suis allée avec une veste que j'avais empruntée à une copine qui était beaucoup plus large d'épaule. J'avais volontairement pas beaucoup dormi dans le week-end pour avoir l'air très très fatiguée. Et puis je m'étais dit, bon, de toute façon, il y a un moment, elle était brune, faut y aller, quoi. Et je me disais, oui, mais enfin là, si je me teins en brune, je jouais au théâtre, c'est quand même très compliqué. Donc je m'étais bombée, avec une bombe de teinture brune, je m'étais bombée. Et je suis arrivée, oui, et je suis arrivée. Et alors c'était très drôle parce que quand je suis arrivée dans le bureau de Jean-Xavier de Lestrade, il était très gêné parce qu'il était allé voir mes photos sur Internet où j'étais blonde avec les cheveux jusque-là, tout ça. Et donc au début, il me regardait à peine, il ouvre la porte. Qui est cette personne? Oui, et puis il ouvre mais même pas, parce qu'au début, il ouvre la porte et il me dit, bon, écoutez, je suis désolée, mais bon, Nathalie a quand même insisté pour que je vous voie, mais je pense que ça va être quand même un petit peu compliqué parce que... Regardez, il me dit, vous n'êtes pas du tout comme sur vos photos. Je dis, non. Ah d'accord, là je vois qu'il commence à se dire, la transformation est donc possible. Parce que souvent, pardon, mais les acteurs ont plus d'imagination que les metteurs en scène, en termes de transformation. Et après, il s'est passé un truc un peu fou, on a parlé, on a commencé à discuter, et il me parle de cette femme, et il me dit, je vais vous faire écouter quelque chose, et il me fait écouter un enregistrement de sa voix à elle, pendant le procès, qui était très court, hyper court. Et j'ai entendu la voix de cette femme et je sais pas comment dire, j'ai été transpercée. Mais vraiment, c'est-à-dire, parce qu'au casting, aux entretiens, on essaye quand même toujours de se montrer sous son meilleur jour, d'être au taquet. Et là, vraiment, j'ai été transpercée, quoi. C'est-à-dire, j'ai eu les larmes qui me sont montées aux yeux, j'avais des frissons partout. Et je pense qu'il l'a vu, parce que c'est quelqu'un qui regarde vraiment les gens. Et il m'a dit, alors on va passer des essais. Et après, j'ai passé des essais.
Ouais, une démarche intéressante. Et d'ailleurs, j'aimerais la comparer. On fait dans cette émission, c'est un peu la tradition, on compare nos échanges avec les échanges qu'on a pu avoir avec des créateurs européens. Et en réfléchissant, on s'est dit qu'il y avait une similarité avec The Secret, une série adaptée d'un fait divers, d'une affaire réelle. Et cette manière, en fait, de faire un lien entre la réalité et la fiction, de s'emparer de la réalité pour raconter quelque part aussi une autre histoire, parce que c'est une fiction, donc il faut aussi que ça apporte quelque chose au public. L'idée n'est pas de faire un documentaire, sinon Tout à fait. faire un documentaire, mais de la même manière, Nick Murphy, qui est le réalisateur, venait aussi du secteur du documentaire, et il a dit quelque chose dans cette interview que je vous propose d'écouter, qui est assez juste, je trouve, sur la conception des personnages comme ça, qui sont des personnages extrêmement complexes, qu'effectivement on serait bien mal avisé de juger ou de considérer d'un simple geste, et qui sont très intéressants, à la fois pour les auteurs, mais aussi pour les interprètes, à analyser, à décrypter et à pénétrer quelque part. Donc je vous propose d'écouter Nick Murphy. The truth about Colin becomes evident throughout the story. I wanted the first episode for it to be a love story. It mattered to me, and I said to the two actors, Genevieve and Jimmy, that I have to believe their love, and because whatever else, they loved each other, and you can't just start sort of twiddling your moustache and behaving evil. No one thinks they're evil. Look at what people are doing in the world. You know, even people that voted Brexit didn't. You know, nobody thinks they're doing the wrong thing, and it mattered that behaves itself in that way, and the truth about what Colin thinks of himself becomes more evident the more he unravels. Du coup, Alix, comment avez-vous abordé ce premier personnage extrêmement complexe de Véronique Courgeot? Au départ, le film, il devait s'appeler La fille du silence. Et je trouvais que c'était un titre magnifique, magnifique. Bon, après, pour mille et une raisons, il a changé. Mais le titre initial, c'était La fille du silence. Et je pense qu'il y a un fil rouge, d'ailleurs, dans le travail de Jean-Xavier de Lestrade, parce que si on regarde Manon, voilà, c'est souvent des filles du silence, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu l'espace de s'exprimer, de pouvoir devenir qui elles devaient être, pour mille et une raisons, mais qui, en fait, ont plein de choses à dire. Et qui sont des personnes valables au même titre que toutes les autres. Donc moi, sur le moment, j'ai juste senti ça, et j'ai juste, pour la première fois, vraiment senti que, alors que quand même, même autour de moi, il y avait des gens, même proches, qui me disaient « tu vas pas faire ça, c'est hyper casse-gueule, Oui. et puis c'est vachement glauque, et puis, eh ben, moi, je voulais, comment dire, porter cette parole. Alors, parce que je me sentais en confiance sous le regard de ce réalisateur, je l'aurais pas fait avec n'importe qui, mais je voulais porter la parole de cette femme, qui dit pour moi quelque chose de très, 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 très important. Et après, je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que... et Maître Leclerc, il disait pareil quand il parlait de Véronique Courgeot, c'est-à-dire il dit toujours, il y a des actes monstrueux, mais il n'y a pas de monstres. Ça n'existe pas, les monstres. Les monstres, c'est ce que nous, on crée pour se rassurer et pour dire « ça ne m'arrivera jamais, Dieu merci, ça n'arrive qu'aux autres, il y a les monstres et puis il y a nous ». C'est pas vrai. Il y a des choses qui sont créées par la société, par les traitements qu'on inflige à certaines personnes, qui peuvent amener ces personnes à commettre des actes monstrueux. Mais c'est tout. Et si on fait acte d'empathie aussi envers eux, ça nous permet de comprendre des choses sur notre société, quoi. Mais quand je l'ai tourné, j'étais pas du tout consciente de tout ça. C'était un truc, et heureusement d'ailleurs, c'était beaucoup plus spontané, instinctif que ça, voilà. Oui, on le sent, c'est une rencontre avec ce personnage. Ah oui, vraiment. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucun jugement pour vous? Ou il y a quand même eu une réflexion sur sa culpabilité ou pas? Vous avez lu le procès, etc. Non, aucun jugement? Non, aucun jugement, parce que si je la joue... c'est Meryl Streep qui dit ça, je trouve que c'est une bonne référence. Elle dit toujours, quel que soit le personnage que vous devez défendre, il faut faire acte d'empathie. Oui. C'est la démarche à faire. Et encore une fois, ça ne veut jamais dire qu'on excuse les actes de ce personnage ou de cette personne. C'est pas ça. Mais il y a toujours un endroit où il y a de l'humain. De toute façon, toujours, toujours, toujours. Et alors, chez Véronique Courgeot, c'était quand même hyper flagrant, parce que même pendant le procès, je veux dire, les gens étaient partis des raccourcis médiatiques qui étaient tellement rassurants en se disant sorcière, mère infanticide, et au fur et à mesure du procès, l'opinion s'était complètement retournée, et vous voyez que cette femme
Vous comprenez. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Oui, et Vraiment. c'est aussi une des vertus, je trouve, justement, de ces fictions qui reprennent des histoires que finalement le public a l'impression de connaître, mais qu'on connaît sous un autre angle. Ça me permet aussi d'arriver sur Laetitia. C'est vrai que donc c'est plus récent, mais là, on a vraiment touché du doigt aussi quelque chose qui est lié à l'enfance, à la maltraitance, et des vrais sujets de fond, en fait, que la fiction a permis, alors même que l'histoire était quand même connue de tous. La sortie du livre d'Yvan Jablonka a commencé à sortir des éléments, etc. Mais vraiment, cette fiction en prime sur France 2, suivie d'un débat, etc. Enfin, est-ce que c'est quelque chose, vous, qui est important dans votre démarche de comédienne ou c'est le hasard de vos collaborations et des rôles qu'on vous propose ? Mais c'est-à-dire, je sais pas s'il y a vraiment de hasard. Moi, j'ai toujours pensé, et je continue de le penser, que en fait, n'importe quel support, que la comédie peut le faire aussi, la pure comédie, peut de toute façon raconter quelque chose de notre monde et faire ressortir les gens différents ou un peu grandis. Mais quand je regarde Tootsie, ça me fait la même chose. Je suis morte de rire, mais je m'interroge sur la place de la femme, sur les rapports hommes-femmes, sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Et ça n'empêche pas, parce que dans toutes les interviews, maintenant, on me dit « Ah oui, donc vous choisissez vos films en fonction de leur portée civique, enfin tout ça. » Alors on a l'impression que d'un coup, c'est un truc, c'est un pensum, quoi. Mais c'est pas ça. C'est que je me dis que c'est juste que, par exemple, vous prenez Laetitia, pour moi, c'est à la fois une grande fiction qui nous bouleverse, mais vraiment, on est traversé par 1000 émotions. Donc c'est à la fois romanesque, épique, on s'attache aux personnages, ils sont tous complexes, donc ça a la vraie vertu d'une fiction. Et en même temps, ça porte un regard très différent sur certains thèmes. Et donc ça nous éclaire, et donc on en sort grandi. Et pour moi, quand les deux sont ensemble, mais je crois que je suis vraiment pas la seule, ça donne juste les meilleures fictions du monde. On est d'accord. On a l'impression de mieux voir les autres, mieux voir les humains, mieux voir ce type d'affaires. Et pour mieux voir, rien de tel que de regarder. On va regarder tout de suite un extrait de Laetitia. J'ai passé mon CAP. Et tu l'as eu ? Oui. Mais c'est formidable, ça. Ça, c'est vraiment formidable, bravo. Tu te rends compte, après tout ce que tu viens de traverser, réussir ça, tu peux être fier de toi, vraiment. C'est une très bonne nouvelle. Ils doivent être fiers, tes parents. Ils n'ont pas pu venir à la remise de diplôme, ils avaient d'autres choses. Mais c'est pas grave, je suis allée en scooter. Il a plu. Pendant l'examen, je devais découper une volaille. J'ai pas pu, je me suis évanouie. Ils me l'ont donné quand même. Et donc maintenant, tu vas pouvoir chercher du travail. Bon, et autrement, comment ça va ? Je prends beaucoup de médicaments. Excuse-moi, j'ai pas compris. Je prends beaucoup de médicaments. Puis je sors avec Justine. Elle est super, Justine. Laetitia, ça la dérangeait pas que j'aille avec des filles. Elle me disait, du moment que t'es heureuse, ça me plaisait qu'elle dise ça. Du moment que t'es heureuse. Et un prof, il m'a dit que je devais l'être pour elle. Et toi ? T'en as pensé quoi de ça ? Les patrons, cet été, ils partent chez des amis à Tahiti. À Tahiti ? Ah bah dis donc, ça doit être beau, ça. Il t'emmène ? J'aimerais bien. Bah, j'espère, écoute. Laetitia, donc toujours signée Jean-Xavier de Lestrade. Qu'est-ce qui change entre l'affaire Courgeot et Laetitia dans sa manière d'aborder ? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille toujours de la même façon ? Est-ce qu'il a des rituels dans son approche, dans la manière dont il vous parle des rôles ? Comment ça se passe ? Bah, à la fois, oui, il travaille de la même façon, c'est-à-dire que il a ce... C'est l'acteur qui fait Tony Meillon dans Laetitia qui a dit un truc génial, je trouve, sur Jean-Xavier de Lestrade. Il a dit, Jean-Xavier, il regarde son sujet dans les yeux et il vous regarde dans les yeux. Et en fait, il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que Jean-Xavier,
vous ne pouvez pas, c'est pas qu'on veuille flouer les metteurs en scène, c'est pas ça, mais il y a des fois, vous faites une prise, vous jouez la scène d'une certaine façon et vous vous dites, bon, bah, c'est à peu près comme ça que je voulais la faire et tout, c'était plutôt bien et tout ça. Et ben, une fois sur deux, il vient vous voir, il vous dit pas comment il faut la faire, hein, mais il vient vous voir et il dit, c'était bien, mais non. Et là, on dit, ah, alors, pourquoi? Et en fait, c'est comme s'il vous regardait dans les yeux et il y a le paravent, mais il faudrait qu'on voit derrière le paravent. Et je pense que ça lui vient quand même de son passé de documentariste, c'est-à-dire que à la fois tout est joué, il n'y a rien d'improvisé. Hein. Dans tout ce que j'ai fait avec lui, il n'y a aucune improvisation, sauf quand je suis avec les petites filles, quand même dans Laetitia, parce que là, il faut vraiment être avec les enfants. Sinon, il n'y a aucune improvisation. Mais il y a ce degré, je ne sais pas comment dire autrement, de non-jeu dans le jeu. C'est-à-dire que dès qu'on joue trop, dès qu'on veut faire un petit peu... Dès que vous fabriquez un peu. Oui, enfin, ou qu'on c'est un peu appuyé, ou que ça fait il y a une petite démonstration. Enfin, dès que c'est pas dans l'os du truc, il le voit, mais alors c'est direct, terminé. C'est pas la peine de... Et il est pas du tout coercitif, il vous dit pas du tout, il faut le faire comme ci, il faut le faire comme ça. Non, non, il vous donne un chemin, vous le prenez, mais on arrive à cette authenticité-là. Mais des fois, on est un peu surpris même. Hein. C'est-à-dire qu'on dit, ah ben oui, du coup, on l'a fait comme ça. Ah ben oui. Et ça vous déplace. Et en fait, c'est pas si fréquent, hein, les metteurs en scène qui vous déplacent. Hein. C'est même... C'est rare. Plutôt, oui, c'est assez rare. Et on a organisé une discussion, d'ailleurs, au Danemark, sur Laetitia, avec Jean-Xavier de Lestrade et Antoine Lacomblèze, qui étaient Ah bah oui. voilà, tous les deux réunis. Et c'est vrai qu'il y avait aussi cette espèce de responsabilité extrêmement forte et ce poids quand même très lourd de raconter l'histoire de gens qui sont encore là, qui sont en vie. Et cette responsabilité, on la sent à travers leur récit, donc j'imagine que vous l'avez senti aussi. Et c'est de se dire, bah, on rigole pas quand même. Enfin, on porte une histoire à l'écran, on est dans une fiction, on est dans du divertissement, parce qu'on parle de fiction, donc on parle de divertissement, mais pourtant, tout ce qu'il y a derrière est extrêmement lourd. Donc c'est arriver à mêler un peu ces poids et ce vers quoi on veut tendre et toucher le public de manière pas trop non plus dramatique, parce que c'est pas un documentaire. Donc c'est être fidèle à une réalité tout en amenant sa pierre à l'édifice à un débat. Il nous a raconté quelque chose que j'ai trouvé assez touchant. Il disait quand on l'a appelé pour adapter le livre, sa première action était de dire il ne faut surtout pas que ce soit adapté. Le bouquin est tellement documenté, fort, etc., que surtout pas. Et en fait, à la réflexion, bon, vaut mieux que ce soit moi, peut-être quand même. Oui. Je pense qu'au début, il a été très frappé par le livre et il se disait... qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quoi. Mais c'est vrai que la fiction, elle permet ça aussi. C'est-à-dire que pour Courgeot, c'est pareil. C'est-à-dire que ça permet, si on est à la bonne distance, parce que moi, je pense qu'être un bon réalisateur, et alors a fortiori un bon documentariste, c'est vraiment ça. C'est à quelle distance je me mets. Et elle n'est pas si facile à trouver, la bonne distance. Mais quand on est à la bonne distance, ça permet d'avoir un tout petit peu de recul et en même temps d'apporter la poésie, parce que grâce au travail qu'il fait avec Antoine Lacomblèze, qui est quand même un scénariste extraordinaire, du coup, il y a le romanesque qui vient se mettre par-dessus, et ça permet d'être... On a des respirations, quoi, parce que cette histoire, elle est quand même très, 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 très lourde, mais grâce à cette poésie, voilà, on respire avec eux aussi. Mais c'est vrai qu'il a toujours le sens de la responsabilité, et moi, ce que je trouve admirable chez lui, c'est qu'il le faisait déjà sur l'affaire Courgeot, hein, et il le fait pas du tout... c'est-à-dire, c'est pas du tout une posture, c'est vrai, il rencontre les gens. Je voulais vous demander. Oui. Mais vous, est-ce que vous rencontrez ces personnes de la vraie vie? Alors, moi, Véronique Courgeot, j'avais pas souhaité la rencontrer. C'est pas que j'ai pas souhaité, c'est qu'elle était encore en prison à ce moment-là. Et de là où j'étais, je pense que je referais pareil aujourd'hui, je me disais... ça serait totalement indécent d'aller voir quelqu'un qui traverse ça en ce moment et qui est en prison et de lui dire « Bonjour, je vais faire un film, je vais vous incarner, on va se rencontrer ». Enfin, je trouverais ça, totalement déplacé, quoi. Donc non, j'avais pas... Et pour l'assistante sociale, par exemple Alors, mon personnage, il est un petit peu particulier dans Laetitia parce c'est le seul, il est la somme de 3 personnes existantes. Mais je sais que, par exemple, il y a certains acteurs, oui, qui ont rencontré, je crois qu'Yannick, il avait rencontré l'inspecteur... qu'il incarne et tout ça, oui. Donc, autre série
utile jeu d'influence. Alors là, on est dans un oui. autre registre, on n'est pas sur une vraie histoire vraie, mais quand même, on dénonce beaucoup de choses. Ouais. Donc c'est une série sur les lobbies, sur la défense de l'environnement. Vous n'êtes pas un personnage très, comment dire... Pas très recommandable au début. Oui, voilà, c'est ça. Bah oui. Assez trouble d'ailleurs. Un peu sulfureuse quand même. Il se laisse acheter. C'était super d'ailleurs de faire ça. Parce que justement, en général, on confie des personnages qui sont très complexes, certes, mais qui sont en général toujours quand même dans une forme soit d'empathie, soit de douleur, enfin un truc où on est immédiatement avec elle. Et là, Claire Lancel... c'est gris foncé, quoi. C'est la zone grise, mais vraiment gris foncé. C'est vraiment la zone grise, ouais. Ouais, c'est la bad girl. On a maudiable quand même. Tête brûlée, exactement. Faut le dire. Hein. Oui. Ah oui, non, c'est une tête brûlée. Au début, elle a plus rien à perdre et elle vend son âme au diable, oui, clairement. Mais c'était super à faire. Ça, c'était génial. Allez, extrait donc de Jeu d'influence. C'est signé Jean-Xavier de l'Estrade et c'est avec Alix Poisson. Vous êtes au courant pour l'amendement ? Delpierre qui a eu cette brillante idée. Je sais pas, il en a parlé à personne. Même son groupe a été surpris. Bon, Claire, votre boulot, c'est justement de savoir ce qu'il ne dit à personne, même pas à sa femme ou à son chien, ok ? Vous leur interdire les pesticides, magnifique, même Rostand ne serait jamais permis ça. Enfin, il y a très peu de chances que l'amendement soit voté. Peu de chance, c'est déjà beaucoup trop. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous allez faire pour empêcher qu'il le soit. Jeu d'influence, donc, dont la deuxième saison, toujours prévue sur Arte. Et je me suis demandé, mais alors, comment Alix Poisson choisit ses rôles, ses films, qu'est-ce qu'elle accepte ou pas, parce que on le sent, vous adorez, vous avez quelque chose de viscéral à votre approche avec ce métier, donc vous aimez tourner, vous aimez ça, mais en même temps, vous ne devez pas tourner non plus tout ce qu'on vous propose, non ? J'imagine que vous refusez des choses, comment ça se passe ? Quand vous me posez la question, c'est marrant, le premier truc qui me vient, c'est décidément, faudra lui envoyer une copie de l'émission, c'est mon professeur Claude Mathieu, la devise de l'école qui était écrite en énorme dans la salle des élèves. Il y avait écrit « Vivre, c'est choisir ». Louis Jouvet. Bam ! Bon, je pense qu'à 18-19 ans, on se disait tous « Oui, d'accord, super, oui, ça va pas trop nous ». Et en fait, après, j'ai compris quand même que c'est pas toujours facile parce qu'en vrai, on n'en a pas toujours ni la latitude, ni la possibilité financière, Et moi, je jugerai jamais quelqu'un qui dit oui, bon, mais là, il faut que je tourne hein, parce qu'il y a un moment, faut vivre et tout ça. Donc ça, il faut bien avoir conscience de cette réalité-là. Après, quand on a la chance de choisir un peu, je trouve que c'est important de choisir. Juste, ça peut être très différent d'un acteur à l'autre, mais vraiment en accord avec ce qu'on veut défendre, quoi. Et je n'arrive pas à aller vers des personnages qui sont, alors particulièrement les personnages féminins, ça je peux pas. Je referme le scénario. Si je vois que dans le scénario, les personnages sont réduits à des fonctions, qu'il n'y a eu aucune intention de les rendre complexes, qu'ils puissent avoir une forme de dualité à jouer, qu'ils aient des ambivalences, des failles, s'il n'y a pas ça, j'y arrive pas. Enfin, je comprends pas l'intérêt en fait. Ça arrive souvent quand même qu'on vous propose. Enfin, oui, ça arrive. Parce que la qualité d'écriture n'est pas toujours au rendez-vous. Ah non. Non. Ah non. Alors après, on peut avoir beaucoup de chance. C'est-à-dire que par exemple, le travail de Jean-Xavier de l'Estrade, d'Antoine Lacomblèze, dans la saison 2, il y a aussi Séverine Werba qui travaille avec eux. Là, vraiment, il y a une complexité, ou Fabrice Gobert dans Les Revenants, enfin, il y a vraiment une complexité de personnages. Tout le monde a vraiment quelque chose à défendre, à jouer, à chercher. C'est pas confortable. Si c'est confortable et qu'il faut juste dérouler du câble, ça n'a aucun intérêt, quoi. Et alors après, oui, maintenant, je fais un peu plus attention qu'à une certaine époque, parce que je trouve que c'est un truc de responsabilité, commune, comme une espèce de sororité. Si j'ai la chance de pouvoir choisir, j'ai pas du tout envie de défendre des personnages féminins qui peuvent appuyer sur des préjugés, des idées préconçues, des choses qui nous arrangent tous. Voyez.
J'essaye Ouais, ou si je vois qu'il y a un manquement, j'aime bien. Parce que des fois, vous recevez un scénar et vous vous dites, il est super, mais si on ajoutait une petite touche là d'ambivalence à cette femme, ça marche aussi pour les hommes, hein, c'est pas ça, mais en l'occurrence, là, je parle pour moi quand je reçois le rôle qui m'est destiné. J'en parle avec eux pour dire, tu vois, si on la rend un peu plus complexe tout de suite, et ça veut pas dire que ça la rend plus sympathique. Donc c'est plutôt ça, ouais. C'est plutôt que le personnage soit complexe, multifacette, qu'on puisse projeter quelque chose sur lui. Et alors, le dernier critère, c'est que, ça c'est génial quand ça arrive, mais c'est pas toujours, c'est que je me dise, si quand je lis, c'est arrivé pour Jeu d'influence, clairement, il me l'avait envoyé, Jean-Xavier, je l'avais rappelé, je lui avais dit, je ne sais pas du tout comment je vais faire ça. C'est vraiment, c'est comme un territoire inconnu, quoi. C'est comme, vous partez en voyage, ça vous l'avez déjà fait, puis alors celui-là, vous avez jamais mis les pieds là-dedans, et vous vous dites, waouh. Et alors ça c'est génial, ça j'adore. Quand ça fait peur, mais c'est de la bonne peur. Vous aimez bien sauter, vous, en parachute Alors, bizarrement, dans la vie, tellement pas. Ouais. C'est là où c'est génial de pouvoir faire ce métier. C'est que dans la vie, moi, j'ai peur des ascenseurs, j'ai peur des parachutes, Ah oui. j'ai peur de l'avion. Enfin, vraiment, non, oh là là, moi, je peux être très... voilà, j'ai pas besoin de sauter à l'élastique pour me prouver que je suis rock'n'roll, quoi. Vous voyez, ça pas du tout. Par contre, quand je suis au théâtre, il n'y a pas de problème. Je peux faire n'importe quoi, ouais. Donc un parcours jalonné d'œuvres fortes dans des fictions sociétales qui sont présentes, qui résonnent, moi je trouve, avec quelqu'un qu'on a reçu à Fontainebleau, qui s'appelle Peter Kosminski, qui est un créateur de génie britannique, qui a notamment créé The State, Le Serment et Wolf Hall, et qui revient sur sa définition d'une bonne série, et je pense que vous allez être d'accord avec lui. On l'écoute. A good TV drama for me is something that in some way encapsulates or reflects or comments on some aspect of our daily lives. So I'm less interested in things that are what you might call escapist entertainment, although I accept there's a place for that. I like dramas that really get down to the detail of the nature of our lives today. Du coup, Alix, qu'est-ce que pour vous une bonne fiction ? Ben non, mais je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire une fiction qui ne fait que raconter de manière chirurgicale et hyper documentée un monde, je ne pense pas que ça fasse non plus une très bonne fiction. C'est-à-dire ça devient un espèce d'objet un petit peu intellectuel, un peu de loin, comme ça. Je pense qu'il faut les deux. Enfin, là, moi, où je vibre le plus en tant que spectatrice, c'est quand ça me raconte quelque chose du monde, mais qu'en même temps, je suis bouleversée par 1000 émotions, et notamment à cause des personnages, quoi. Si j'ai peur pour eux, si j'ai envie d'être avec eux. Je pense à ça. J'ai revu The Magdalene Sisters de Peter Mullan, et pour moi, c'est l'exemple parfait d'un film qui raconte admirablement. C'est les orphelinats irlandais, c'est oui, ça? Oui, c'est les Magdalene Laundries qui prenaient toutes les filles mères, les filles dont on pensait qu'elles étaient un petit peu trop délurées, si on peut appeler ça comme ça, et qui les mettaient dans des maisons fermées, cloîtrées. Et en fait, c'était des maisons de correction, mais c'était du travail forcé, en fait, et elles travaillaient pour l'Église, quoi. Mais pour moi, c'est l'exemple parfait, c'est-à-dire ça raconte, mais de manière universelle, l'oppression que peuvent subir les femmes. Mais ça ne le pose pas comme ça, comme une étude sociologique. C'est-à-dire que c'est aussi porté par ces trois personnages merveilleux qui m'emmènent avec elles. Et voilà, et pendant tout le film, j'ai peur pour elles, j'ai mal pour elles, je les aime, j'ai envie de les sauver, voilà. Vous avez besoin de le voir une fois par an ou tous les 2 ans? Ouais, j'ai des films comme ça. J'adore. J'ai quelques films comme ça que je regarde. C'est un peu toujours les mêmes, mais il y en a que je vois une fois par an ou une fois tous les... ouais. C'est pas une pure comédie, Magdalene Sister. Mais justement. En général, quand je me fais Magdalene Sister, juste après, je me fais Erin Brockovich. Ah, voilà. Comme ça, j'aimerais bien qu'on aille un peu de votre côté, Erin, maintenant, si vous voulez, Alix. Effectivement, parce que là, vous avez cette faculté-là, c'est que c'est d'acrobate ou d'équilibriste, de marcher un peu sur ses deux jambes. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect dramatique et l'aspect comédie, et puis de continuer. En plus, ce qui est fort, c'est qu'une carrière comme ça, quoi, en alternant avec des comédies très, très populaires, comme Parents en mode d'emploi sur France 2.
Ça, c'est une volonté parce que vous avez ça aussi, vous avez besoin aussi de faire rire, vous avez besoin de l'énergie de la comédie aussi. Ah oui, parce qu'en plus, je trouve que la comédie, d'abord, c'est aussi une très belle façon de parler du monde. Et ça fait passer des choses très, 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 très sérieuses et très, très importantes en faisant rire les gens. Et du coup, parfois, ça passe encore mieux. C'est-à-dire que, par exemple, avec Parents mode d'emploi, on s'est régalé, mon Dieu, j'ai jamais autant ri sur un tournage qu'avec Arnaud Ducret, qui est quand même Ça se sent, hein. Ouais. dingo. Ah oui. Non, mais vraiment, enfin, c'était mais vraiment, c'était pas du tout. On a toujours l'impression que les acteurs, ils veulent toujours que ça fasse bisounours, c'est que tous les tournages. Mais là, vraiment, c'était un bonbon de tournage parce que vraiment, j'ai jamais autant ri. Mais en même temps, on savait très bien, et grâce aux auteurs aussi, évidemment, que parfois, on abordait des thèmes assez crus, assez culottés, sur la parentalité, sur le couple, sur comment aimer ses enfants. Enfin, parce qu'elle les aime trop, parfois elle les aime mal, enfin parfois. Et on savait que des fois, et les gens un nous peu touchy disaient, parfois. hein. Ouais, c'était un peu touchy. Ouais. C'était un peu osé, ouais. Mais on aimait bien, nous. J'imagine. Quel rapport vous avez avec vos partenaires? Il y a François-Xavier de Maison aussi dans Quadra. J'avais beaucoup aimé aussi le ton de Quadra sur M6. Moi aussi. Je vous ai vu récemment dans un militaire face à Charlotte de Turckheim. Alors, partenaire masculin, féminin, mais qu'est-ce que vous en attendez, vous, c'est quoi un bon partenaire pour Alix Poisson? Au départ, enfin, comment dire, l'élément essentiel, c'est quelqu'un qui, au moment où on joue, est totalement là avec vous. J'avais une professeure... Claude Mathieu. Non, non, toujours. Non, j'avais Muriel Magnette au conservatoire qui m'avait dit ça un jour. Je m'étais dit, mais oui, qui nous avait dit, on avait passé une scène et tout, on avait joué tout ça, machin, et on avait la moitié de la scène où on se parlait comme ça, mais plus près que vous et moi. Et à la fin de la scène, elle nous avait dit, est-ce que tu pourrais me décrire son visage? De quelle couleur sont ses yeux? Est-ce qu'il a des grains de beauté? Est-ce que... Et je l'avais regardée, je lui ai dit, ben, non. Elle m'a dit, bah t'es pas là alors. T'es pas là. Si t'es vraiment là avec la personne, tu la regardes vraiment, tu la regardes dans les yeux, tu sais à quoi elle ressemble, tu sais qu'elle a un collier, tu sais que... Et à la fin de la scène, tu peux me le dire. Donc ça veut dire que t'es vraiment là et t'es là pour partager quelque chose avec elle, ou lui. Et pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui est vraiment là pour... Et qui, du coup, alors c'était le cas avec beaucoup de mes partenaires, François-Xavier, Arnaud, beaucoup, c'est-à-dire c'est des gens où tout à coup, si on est vraiment ensemble, s'il y en a un qui fait un pas de côté, bah, l'autre il le suit, et puis ça devient un truc hyper ludique, et puis on joue ensemble à se faire des surprises et à faire des variantes, et c'est comme une partition de musique, quoi. Mais pour arriver à ça, il faut quand même être vraiment connectés l'un à l'autre, quoi. Oui, parce que des fois, ça peut arriver où vous vous retrouvez face à des acteurs, ça peut être lié à plein de trucs, ça peut être lié au track, ça peut être lié à 1000 trucs. Mais il y a des acteurs, ils sont comme ça, et puis en fait, ils vont faire leur partition hyper bien, mais en fait, ils sont pas là, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez dire la phrase très fort, pas fort, d'une façon ou d'une autre, ils vont faire la même chose tout le temps, et là, vous vous dites, ah ben, t'es pas là, si quand je change, tu changes pas, t'es pas là, quoi. Et les bons partenaires, c'est ceux qui sont juste là, et puis si vous faites un virage, ils font le virage avec vous. Difficile, quand même. C'est comme de la danse. D'une certaine façon, Parents mode d'emploi, pour ça, c'était extraordinaire parce que comme c'était un rythme hyper soutenu, où vraiment on tournait, on pouvait faire 13 sketchs par jour, tout en gardant la même exigence, il y a quand même un endroit où, au bout d'un moment, vous êtes hyper détendu, quoi. C'est-à-dire que vous êtes à la fois hyper concentré, mais hyper détendu, parce que vous êtes là depuis un moment, et puis parce que vous connaissez la maison par cœur, et puis parce que... Et cet endroit de détente fait que vous êtes là, en fait. Vous êtes vraiment là. Ah bah, je pense qu'on peut montrer la scène. Justement, ça s'impose. Choisie de Parents mode d'emploi qui est extraordinaire. Cette espèce de compète de mayonnaise. Je propose de revoir. Bien sûr. Non, mais c'est pas une compétition, là. Qu'est-ce qu'il y a, Cyril Lignac? T'as peur d'une mayonnaise? Non, restez en dehors de ça, vous, ok? Allez, vas-y, Gabriel. Fais chauffer les poignets, je me laisserai pas marcher dessus. Mais ça va pas au quoi on est à table, là. Je te laisse le fouet, je prends la fourchette. Non, mais je sais pas faire la maillot de tête. Voilà! Bah! Mais l'autre, il se croyait déjà à la téloche. Ce serait ridiculisé. Ridiculisé. La mayonnaise donc de Parents mode d'emploi qui a bien pris, pris ça, entre les deux, puis en général avec le public également. On parlait de vos deux jambes dans la comédie et dans le drame. Ce goût de la comédie, de toute façon, vous ne pourriez pas n'avoir eu que des rôles dramatiques. Il vous fallait ça.
Oui, je me suis jamais. Dieu sait que je peux des fois couper les cheveux en quatre, mais ça, c'est une question que je me suis jamais posée. C'est-à-dire, depuis l'école Claude Mathieu et au conservatoire et après, j'ai toujours travaillé les deux et j'ai toujours trouvé le même plaisir dans les deux, quoi. C'est exactement ce que vous dites, c'est mes deux jambes, quoi. C'est-à-dire que s'il y en avait une qu'on me retirait à un moment, j'aurais un peu... L'amputation. Ouais, ce serait l'amputation. Non, mais je serais vraiment malheureuse, en fait. Parce que c'est hyper dur, hein, la comédie, en vrai. C'est super dur, hein. C'est un exercice millimétré et tout. Mais c'est tellement jouissif. Il n'y a pas un risque à un moment donné aussi, enfin je ne sais pas, c'est par rapport à l'image de l'actrice, et vous avez construit une image d'actrice qui était capable de s'attaquer à des rôles forts, profonds, à marquer ses rôles. Allez, vous nous en parliez en début d'émission. Est-ce qu'ensuite aller vers, par en mode d'emploi, vers des choses plus légères, Quadra, d'une certaine manière aussi, est-ce qu'on se dit pas, je vais brouiller mon image vis-à-vis du public, du coup je vais perdre tel type de rôle Quand j'avais fait l'affaire Courgeot et après Les Revenants, j'avais une agent extraordinaire à l'époque, que je salue, Marie-Laure, et elle m'avait appelée et elle m'avait dit « Bon, alors, je n'arrive pas à te mettre sur les comédies parce que tout le monde pense que tu es dépressive. » Et donc, j'avais dit « Aucun problème, ça va venir. » Et donc, après, on a fait Par en mode d'emploi. Ouais. Et puis après, Par en mode d'emploi, elle me disait « Bon, j'arrive pas à te mettre sur les films d'auteur parce qu'ils pensent tous que t'es... Et j'avais dit « C'est pas grave, ça va. » Et en fait, le meilleur moyen, c'est de faire les deux et de suivre son désir. Parce que, voilà, si on fait les deux, on montre qu'on aime et qu'on peut faire les deux. Merci beaucoup Alix Poisson. Germinal donc en tournage, ce sera sur France 2 et puis à venir également la deuxième saison de Jeux d'influence en tournage au printemps et ça ce sera sur Arte. Merci encore d'être venu. Merci à vous. Nous faire un petit coucou là dans Série l'émission. C'est la fin de l'épisode. Marie, pas de cliffhanger, j'ai envie de dire. La semaine prochaine. Prochaine émission, Cathy Vernet, Fanny Sidney. Super, beau cliffhanger. À la prochaine donc. Au revoir.